les États-Unis, pendant plus d'un an, ont vu l'inflation passer de 1,6 à plus 6, et c'est le moment où la Fed a réagi. C'était uniquement en 2022. Donc, tous les autres trimestres qui ont précédé mars 2022 ont été des trimestres d'endettement massif parce que on gagnait énormément d'argent en s'endettant, puisqu'on avait des liquidités en quantité infinie et une partie de la dette se remboursait d'elle-même avec une inflation partie donc à 3, 4, 5, 6 et jusqu'à 8%. Donc Trump accède au pouvoir en novembre 2024 et c'est que cette année, ça sera l'année du mur de la dette et qu'il n'y a pas assez d'épargne mondiale pour refinancer 9 000 milliards de dollars. Il va donc falloir trouver un moyen pour que les acteurs financiers préfèrent détenir pendant le temps qu'il faut, c'est-à-dire les 4 trimestres de 2025, ils préfèrent détenir de la dette plutôt que des actions qui étaient en mode funiculaire à la hausse depuis fin octobre 2023, avec un doublement du Nasdaq, des profits absolument colossaux matérialisés sur les 7 fantastiques, plus des Palantir, plus des Applovin, plus des Broadcom qui ont vu leur cours multiplié par 4, 5, 6. Voilà, tout le monde connaît cette espèce d'emballement comparable seulement à la bulle des dot-com en 2000. Alors, évidemment, je connais l'objection. Oui, en 2000, ça ne gagnait pas d'argent. Là, ce sont des boîtes qui faisaient de la marge, qui avaient des perspectives, etc. Donc, pareil pour l'IA. Donc, on peut te dire, en effet, la bulle des dot-com, c'est la même chose pour l'IA. Il fallait un nouveau narratif pour lequel on était prêt à payer tout et n'importe quoi. Donc, 2025, il fallait que l'argent se déplace de la poche action vers la poche obligation. Or, nous sommes depuis maintenant plus de 20 ans dans un système, alors que BlackRock a littéralement aujourd'hui gravé dans le marbre, un gérant c'est 60-40, quand il est risk-off, il est 60 en obligation, bon du trésor, 40% en action, et quand d'un seul coup il y a un appétit pour le risque et un narratif comme l'IA, on passe à 60% action, et le fonctionnement du marché et des algos est tel qu'on finit finalement par acheter les 10 plus grosses systématiquement. Et BlackRock, là aussi, a quelque part figé ce schéma en créant des ETF, enfin notamment un ETF, les Big 20. C'est-à-dire un ETF qui ne contient que les 20 plus grosses capitalisations. Donc, ça veut dire qu'à la marge, il y a la 19e qui sort, il y a la 21e qui rentre, etc., etc. Mais on reste toujours, en fait, avec les 20 mêmes qui finissent par représenter 60-70% d'un portefeuille. C'est-à-dire, si tu me permets, du coup, cette interruption pour être parfaitement à propos et ne pas l'oublier, est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles les mid-cap aujourd'hui, donc les capitalisations moyennes aux États-Unis, ont pris une tasse encore plus grosse après les annonces qui ont été faites par Donald Trump hier au Liberation Day, machin chouette? Il y a un paradoxe. Trump annonce des tarifs. Alors, on va revenir bien sûr sur à quoi correspondent-ils réellement. Le but était de relocaliser, donc de donner un avantage aux boîtes implantées aux États-Unis. Sauf que là, aujourd'hui, ce que les marchés et les investisseurs anticipent, c'est que les donneurs d'ordre vont probablement avoir des petits problèmes pour écouler des stocks d'automobiles. Nike qui a plongé. On en parle juste après, mais alors juste pour l'instant, les mid-caps, si tu nous expliques en gros, est-ce que c'est la raison, le fait qu'on ait un winner takes all aujourd'hui sur les 20 plus grosses caps, est-ce que ce serait la raison, juste petite question rapide, et je te laisse reprendre ton excellent raisonnement par la suite, est-ce que c'est déjà la raison pour laquelle on a vu encore plus de sang sur les mid-caps dans les dernières 24 heures? Alors, les mid-cap, elles ont du mal à gagner autant d'argent que les big, parce qu'une mid-cap ou une small-cap n'a pas des filiales dans 70 pays, dans 30 paradis fiscaux, n'a pas les sandwichs irlando-néerlandais. Tu as raison, plus le rescrit luxembourgeois, où on négocie finalement ce qu'on va payer, enfin, le reste qu'on veut bien payer au fisc. Donc ça,
les petites entreprises sont un peu désavantagées. Bon, en France, on connaît bien le problème puisque nos petites boîtes sont taxées à 33%, alors que leur donneur d'ordre, en moyenne, c'est paye entre 7 et 8% d'impôts. Voilà. Donc, les mid-cap américaines vont pas forcément voir leur carnet d'ordre gonfler. Et si jamais Trump gagnait son pari que, effectivement, beaucoup de boîtes qui ont délocalisé depuis 25 ans vers l'Asie, la Chine, puis ensuite le Vietnam, l'Inde pour Apple récemment, si jamais de grosses boîtes américaines décidaient de relocaliser, il faut quand même 2 à 3 ans avant qu'une usine voie le jour et que la production augmente réellement aux États-Unis. Donc ça veut dire que s'il y a un bénéfice, il ne va pas arriver dans les 3 ou 6 prochains mois, ou alors Trump décide de créer une espèce de BPI et qui flèche l'argent justement vers les petites entreprises pour qu'elles achètent des machines-outils ou augmentent leurs équipes si elles font de l'IA, etc., pour être plus performantes. Moi, je refais un peu de vulgarisation dans le direct, parce que c'est vrai qu'on n'est pas une chaîne spécialisée finance. J'avais expliqué, donc mid-cap, ce sont les capitalisations moyennes. Alors, je ne connais pas exactement. Capitalisation, ça veut dire la valeur de l'entreprise si vous l'achetiez en bloc. Typiquement, Apple doit valoir aujourd'hui autour de 3 000 milliards, je n'ai pas vérifié, ce qu'on appelle donc sa market cap. Capitalisation boursière en français, market cap en anglais, et donc mid cap, ce sont les capitalisations moyennes. Je connais pas exactement la parenthèse aux États-Unis qui définit une mid cap ou pas, mais je pense qu'on doit. Je peux te le dire, c'est à partir. Enfin, on intègre potentiellement le S&P 500. Il faut peser au minimum 11 milliards de dollars. D'accord. En dessous, on bascule dans le Russell 2000, c'est-à-dire en fait, c'est les 500. C'est les boîtes qui ne sont pas éligibles au S&P 500 et qui basculent donc dans le Russell 2000. Voilà, c'est ça, grosso modo. Et il y a quelques années, c'était 10 milliards. Aujourd'hui, c'est 11. Et ça progresse, évidemment, à mesure que la capitalisation globale s'accroît. Et là, à propos des mid-cap et des small-cap, aujourd'hui, où nous enregistrons, eh bien, le Russell 2000 est aujourd'hui retombé plus bas que le 4 avril 2024. Autrement dit, on espérait un grand rattrapage de ce secteur grâce à l'effet Trump, et on est en train d'assister en fait à quelque chose qui est complètement à rebours des anticipations. Et là, il a l'air d'être complètement au clair avec ça déjà. Enfin, il y a un côté, en effet, Trump arrive avec plein de promesses. It's the economy stupid. On se rappelle donc le slogan de Bill Clinton, It's the economy stupid. Bill Clinton à qui on doit la bulle Internet justement, puisque c'est 92-2000 et c'est sa politique de soutien des dot-com à l'époque avec Al Gore qui invente le concept d'autoroute de l'information. Enfin, on s'attendait à la même euphorie avec Trump et là, on a l'impression que Trump veut vraiment donner un médicament à l'économie américaine qui, comme tous les médicaments, va avoir un goût dégueulasse, va être émétique et vomitif, mais qui, derrière, pourrait permettre de purger le ténia et les parasites que l'économie américaine a accumulés, pour vulgariser simplement. On peut dire ça. Là, comme on dit souvent dans le milieu, là, les marchés, ils dégueulent. C'est vrai, donc la potion de Trump, elle passe assez mal. Et elle passe d'autant plus mal que beaucoup d'opérateurs qui ont connu, donc, qui ont vécu le premier mandat de Trump, se sont habitués à ce que Wall Street soit sa véritable boussole. Trump prenait des décisions parce que ça allait plaire à Wall Street. Et il vérifiait en permanence si ça plaisait à Wall Street. Si ça ne plaisait pas à Wall Street, il faisait très très vite machine arrière. Il faut s'en souvenir. Il est new-yorkais, faut pas l'oublier. Voilà, donc il a fait son premier mandat sous le signe de la supervision de Wall Street et ça a contribué bien sûr à beaucoup enrichir les plus riches, ceux de son camp, ceux de sa caste. Mais là, le vrai problème des États-Unis, c'est que s'il n'arrive pas à se refinancer cette année, il court carrément à la faillite. Ouais. Donc là, on n'est plus à faire joujou pour doubler sa mise, comme certaines grandes personnalités politiques qui bénéficient en permanence de délits d'initiés. Là, il faut sauver le système. Il faut sauver le système.
C'est ça l'impératif, et c'est peut-être ce qu'il va réussir à faire, parce que si tout le monde est risk-on ou refuse pour l'instant d'imaginer une correction boursière parce que ça ne rime pas avec les méthodes trumpiennes, on est encore à 60 en actions et à 40 en obligataires. Si on bascule, si on inverse ça, ça va être quelques milliers de milliards qui vont aller vers les T-bonds américains. Et bien justement, on va pouvoir en vendre beaucoup puisqu'il y a des roulements de position sur toutes les émissions qui se sont faites en 2020, 2021. Et on va dire que le système sera sauvé. Donc, entre sauver Wall Street et sauver le système, le choix est vite fait. Donc, si tu me permets un premier encart de vulgarisation en quelque sorte, même si tu expliques déjà très bien. Concrètement, la plupart des gestionnaires de fonds en bonne période ont 60% actions, 40% obligations. Les obligations américaines étant les préférées du marché, et ça vient encore du fait que le dollar est la monnaie de réserve mondiale. Les Américains pouvaient se financer gratuitement comme ça, certes. Aujourd'hui, ils vont devoir refinancer leur dette qui est absolument colossale et qui est à son plus haut historique, comme toute bonne fonction exponentielle qui se respecte. À partir de là, les ricains ont aussi le problème que le dollar ne va plus être la monnaie de réserve internationale, notamment pour le pétrole, c'est déjà compromis. Donc la demande pour le dollar n'est pas garantie comme au bon vieux temps des tartes aux pommes. Du coup, Trump a besoin de faire en sorte qu'on achète ses bons du trésor, mais les gens préfèrent avoir des actions américaines. En plus, il joue contre l'euphorie qui était qu'à son élection, tout le monde s'est dit mais c'est de la balle, Nvidia va cartonner, Palantir va péter tous les records, ce qui a été le cas d'ailleurs. Et les cryptos aussi, puisque le Bitcoin a tapé son all-time high après l'élection de Donald Trump. Et là, Trump a besoin donc de passer de 60% actions à 40% obligations à 40% actions et 60% obligations. Il a donc besoin que les gens lâchent leurs actions, mais ils veulent pas. Ils viennent de se prendre un 30% dans la gueule et ils continuent de détenir des actions. Alors certes, il commence à lâchouiller un petit peu, parce que bon, ça fait quand même mal de voir son portefeuille prendre une culotte de 30%. Mais bon, surtout quand on connaît la première loi de Warren Buffett, la règle numéro 1, ne perdez pas d'argent, règle numéro 2, n'oubliez jamais la règle numéro 1. Bon, ça veut dire que là, dans les 3 prochains mois, pour commencer à répondre à la grande question de ce direct que notre audience, qui intéresse fondamentalement notre audience, le blood in the street, il n'est pas encore complètement boudin noir créole. Là. Ça peut aller encore plus loin. C'est ça que tu es en train de nous dire, pour les raisons que tu viens de dire. Alors, vendredi 28 mars, j'étais au salon d'analyse technique. J'animais une petite conférence où justement j'expliquais que le gros écueil 2025, c'était le refinancement de la dette, et que finalement Donald Trump, qui n'obtenait pas les baisses de taux qu'il souhaitait de la part de la Fed, pourrait finalement tordre le bras à la Fed en orchestrant d'abord une bonne purge boursière, puisqu'on parlait de potion, donc la potion de la purge, et derrière une amorce de récession qui contraindrait la Fed à baisser les taux non pas 2 fois cette année, mais peut-être 4 fois ou 3 fois, avec 2 fois 25 et 1 fois 50, si ça commençait vraiment à chauffer en fin d'année. Mais bon, après ça, il y a aussi une question de calendrier politique, on va y revenir. Donc pour en revenir à la conférence au salon d'analyse technique, les gens sont venus me voir ensuite en me disant Philippe, tu es trop pessimiste. Là, on vient d'avoir la meilleure opportunité de rentrer dans le market depuis fin octobre 2023. Trump est l'ami des marchés, comme tu le sais. La Fed va finir par baisser ses taux. Il n'y a pas d'inflation. La croissance est à 2,5. On est presque en Goldilocks. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe de mauvais sur ce marché ? On est une chaîne généraliste, explique-nous Goldilocks. Alors Goldilocks, c'est en référence à ce conte où la petite blonde à bouclette rentre dans la maison des ours, n'arrive pas à monter sur le lit du plus grand des ours, le lit du plus petit ours est trop court pour elle, et finalement elle finit par prendre le lit du milieu, et tout est comme ça, le grand bol, le petit bol. Et quand on est exactement à mi-chemin entre le plus grand, le plus petit, ou à mi-chemin entre la surchauffe et puis le risque de ralentissement, et qu'on a en plus de ça pas d'inflation, on est
Goldilocks. Alors moi, souvent pour faire attrait d'humour, je dis oui, mais enfin à un moment, quand on a la tête dans le four et les pieds dans le congélateur, en moyenne, la température du corps est bonne à la ceinture, mais pour le reste, on ferait mieux de faire attention à ses doigts de pied qui gèlent et à ses oreilles qui commencent à frire. C'est ce que disait Nassim Nicolas Taleb, ne traversez jamais une rivière qui fait 1,50 m de profondeur en moyenne. Voilà, toujours se méfier des moyennes, en effet. Voilà. Donc,